La devise de F de Souche, c'est de faire le moins d'analyses possible, dit son créateur. Il s'agit de faire passer une idée politique par la concentration et le choix d'articles trouvés ailleurs. On fonctionne sur le principe d'une revue de presse à base de copier-coller. Ensuite, ce sont nos lecteurs qui font l'analyse. À eux d'analyser, de disserter et de montrer où est la manipulation, s'il y en a une. Je voudrais transformer F de Souche en site plus moderne, avec des vidéos trash et sexy. Être l'équivalent des tabloïds britanniques Daily Mail ou The Sun. Avec des vidéos de la fliquette mexicaine sexy qui montre ses seins à des images chocs sur les ravages de l'immigration. Je ne veux pas que le site adopte une posture intellectuelle narcissique. Je veux donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir en rentrant fatigués du travail. F de Souche sera un des exemples. On voit l'idée. Il est 14h passé de 2 minutes. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. C'est donc le troisième moment de ce chantier que nous avons appelé Place aux idées, le tout au pluriel, et qui veut se donner la possibilité non pas de réfléchir tant aux idées elles-mêmes, mais plutôt à la manière dont elles circulent, aux lieux et aux échanges dont elles émanent, à la nouveauté, quand c'est le cas, de ces formes et des circulations, autant qu'à leurs héritages plus ou moins revendiqués. Comme chaque vendredi, nous cherchons les échos de ce chantier thématique dans la grande caisse de résonance qu'offre le web. Alors sur Internet, les idées circulent, sur ce plan rien de neuf. Il est plus neuf d'observer en revanche la manière dont une galaxie de personnes militantes avec des idées, plutôt proches des idées de l'extrême droite, a su depuis au moins une quinzaine d'années s'emparer très efficacement du réseau, parfois de manière précurseur. Cette galaxie excède largement le FN. Nous y reviendrons à les nommer réinfosphère ou fachosphère, c'est selon, et ses relations avec le parti lepéniste sont contrastés. Des commentaires racistes sur les sites de journaux en passant par la création de sites ou de blogs originaux jusqu'aux plateformes compilant des articles ou postant des vidéos pornographiques. Il semble qu'une partie des idées ait trouvé là de bons canaux de diffusion. Dominique Albertini, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes en charge de l'actualité liée à l'extrême droite, au Front National tout court. Absolument, pour extrême droite, Front National, pour Libération. Pour Libération, et puis vous êtes l'auteur de La Fachosphère avec David Doucet, qui était déjà venu de parler de cette enquête ici même avant la parution du livre. Et le livre est publié aux éditions Flammarion. Alors peut-être on peut commencer par la fin de votre livre où vous citez un militant FN dans l'épilogue et vous dites, voilà, il y a quelques années, à travers la voix de cet homme-là, quand on envoyait des fascicules, des livres à nos militants, on devait le faire sous package opaque noir. En gros, les idées circulaient plus sous le manteau que par voie de millions de vues sur YouTube. Et je me demande même si ce n'est pas Marine Le Pen qui au départ nous confie l'anecdote pour nous démontrer à quel point les choses ont changé. Alors quand elle nous dit ça, elle veut dire à quel point il est aujourd'hui plus facile pour elle d'exprimer ses idées sans susciter la réprobation qui a pu exister à une époque. Mais ça nous dit aussi à quel point aujourd'hui la forme, la manière que ces idées ont de circuler a évolué. Effectivement, on envoyait à une époque les documents du FN sous enveloppe opaque pour ne pas que votre facteur, votre voisin, sache que vous sympathisiez avec ces idées-là. Aujourd'hui, ces idées, plus la peine de les mettre sous blister. D'ailleurs, plus la peine de vous les envoyer par la poste. Elles arrivent sur votre écran, dans votre boîte mail. Elles sont personnalisées, elles sont augmentées de toutes sortes de dispositifs que seul permet le numérique. Et leur force de frappe, leur diffusion n'en est qu'augmentée. Parce que évidemment, si on s'attache toute cette semaine à réfléchir aux formes prises par la circulation des idées, on se rend bien compte qu'elles ne sont jamais, ces formes, complètement défaites du contenu qu'elles mettent en circulation. Dans le cas des idées d'extrême droite, alors là on cite le Front National, mais on aura de cesse de dire toute cette heure-là que finalement ça excède, ça bouge, ça se déplace. Il y a un lien entre les formes inventées, entre guillemets, et peut-être le statut de ces idées politiques, sociétales. On va dire, à la fin des années 90, début des années 2000, avènement d'Internet, ces idées ne sont pas audibles. Alors quoi? Alors on est plus inventif? Ce qui se passe, on a un parti qui devient quelque chose d'assez important à partir des années 80, qui séduit une part croissante de l'électorat, mais dont les idées sont si radicales sur le fond et dans leur expression qu'elles suscitent la réprobation morale de beaucoup de monde, de ce qu'on appelle les élites, mais pas seulement. Voilà. Et donc, il est compliqué de les faire exister dans l'espace public, et il faut trouver un moyen de les faire parvenir aux gens sans que ces gens, voilà, ne se censurent, voilà, n'osent même pas y toucher de peur d'être tout de suite montrés du doigt. Et donc, le Front National
depuis l'apparition d'Internet, mais même encore bien avant cette date, n'a eu de cesse que de trouver des moyens de toucher directement le public en contournant le plus possible les intermédiaires traditionnels, à commencer par les journalistes, et en rendant ces idées le plus digeste, alors la présentation la plus digeste possible pour les gens qui allaient la recevoir. Donc on a Internet, et le Front National est en 96 le premier parti français, très peu de temps avant les Verts, à se doter d'un site Internet où il est explicitement écrit qu'il permettra à chacun de se faire une idée directement de ce que dit le parti sans avoir à solliciter les intermédiaires, journalistes ou autres. Mais encore avant ça, on a une plateforme Minitel du Front National qui pour l'époque est assez bien faite. On a les envois sous blister, on a une radio-téléphone, c'est-à-dire un service téléphonique dans les années 80, vous décrochez le combiné et vous tapez un numéro, un service payant vous permet d'avoir accès aux dernières informations de Jean-Marie Le Pen, le programme du parti, que sais-je. Les cassettes VHS qui étaient vendues et qui permettaient de regarder chez vous, d'entendre chez vous aussi la parole du chef, de Jean-Marie Le Pen. Donc toute une série de dispositifs qui visaient à offrir un accès direct au discours du parti. Et Internet, à la fois, évidemment, transforme la communication du Front National et à la fois ne fait que prolonger cette très vieille démarche qui est d'aller toucher directement les gens en contournant des médias toujours vus comme partiaux, comme adversaires. Et d'ailleurs, avec là pour le coup des idées qui vont avec, c'est-à-dire à la fois c'est une stratégie de contournement qui est une stratégie de communication, de vulgarisation des idées, mais l'idée même de contourner les intermédiaires devient en elle-même une idée de programme. Et voilà, et c'est là où il y a aussi une belle résonance entre le fond et la forme. C'est à la fois un besoin pour le FN que de toucher directement les gens, et à la fois on voit le parallèle qu'il y a aussi avec la dénonciation séculaire que fait l'extrême droite de toutes les élites, mais aussi de tout ce qui s'interpose entre le chef charismatique et le peuple qui l'écoute. Et ça devient une rhétorique, vraiment très à l'œuvre. Et ça devient une rhétorique. Alors, quand on entend Minitel, même mon coup de fil, je sais pas comment ça s'appelle, le coup de fil radiophonique. Ça s'appelait Radio Le Pen. Radio Le Pen, bon, les envois un peu plus classiques par la poste. On s'est dit que ça veut dire qu'il y a toujours eu dans l'entourage, pour ne commencer que par eux, du Front National, des personnes extrêmement alertes, extrêmement au fait des différentes techniques de communication, parce que finalement, je veux dire, ces technologies, elles sont à la disposition de tous. Pourquoi? Alors, on comprend, ils sont les premiers parce qu'ils n'ont pas d'autres accès, voilà. Mais aussi parce qu'ils ont des personnes au sein du parti qui sont spécialistes. Pas forcément, je dirais qu'en tout cas au début de l'histoire qu'on raconte, il n'y avait pas des gens qui étaient particulièrement spécialistes du Minitel ou particulièrement spécialistes des communications téléphoniques, mais nécessité a fait loi et a poussé par l'aiguillon toujours de la nécessité de trouver des moyens de s'adresser au public. Voilà, ils ont exploré avant d'autres, plus que d'autres, mieux que d'autres. Mais plus en bricoleur qu'en novateur ? Peut-être plus en bricoleur qu'en novateur, même si à un moment il faut toujours s'appuyer sur des compétences techniques. Donc les gens qui savaient faire ça, soit ils étaient là, soit ils ont dû les trouver à un moment ou à un autre. Mais sinon, c'est beaucoup une histoire de tâtonnement, de bricolage, d'expériences qui réussissent ou pour certaines qui ratent. Et il y a eu aussi des ratés dans cette histoire du Front National et de la communication directe. Un exemple parmi d'autres. Ils avaient lancé il y a quelque temps une sorte de réseau social maison, comme en font parfois les partis politiques. Ça s'appelait les Patriotes. Les sympathisants étaient invités à s'y inscrire, à communiquer entre eux, à lancer des actions militantes. Voilà. Et ça devait permettre de contourner, en l'occurrence, les réseaux sociaux traditionnels et puis de faire une sorte de communauté virtuelle. Ça n'a pas marché du tout. Les sympathisants FN, finalement, préféraient beaucoup utiliser les réseaux sociaux déjà existants que d'aller sur cette plateforme-là. Et donc la plateforme a fermé l'an dernier. Donc là, on a un exemple de voie sans issue, d'un tâtonnement de plus, essayé par le FN et puis finalement abandonné. Et qui nous dit probablement quelque chose, on y reviendra, de la relation petit à petit, de cette volonté militante et de l'idée d'un parti, d'un apparatchik, et dont assez rapidement il y a une grande défiance qui s'installe. Oui, tout à fait. On a l'impression que Marine Le Pen, elle est droite dans ses bottes. Et puis, pour moi, elle répond aussi finalement à un lien de plus en plus fort aujourd'hui entre le politique et le peuple, l'homme-peuple, la femme-peuple. On a bien vu Nicolas Sarkozy qui disait « Moi, je suis le candidat du peuple ». On le voit également avec François Fillon. Regardez, je suis un candidat hors système. Moi, je suis le candidat du peuple. Donc, Marine Le Pen, voilà, c'est la femme peuple. Regardez, moi, je vous ressemble, je vous représente. Il n'y aura pas entre nous un parlement, il n'y aura pas entre nous des ministres. Vous m'élisez, moi.
La démocratie apaisée devra veiller à un fonctionnement sain et pluraliste des médias pour libérer le journaliste des pressions gouvernementales, privées ou du politiquement correct. Et d'ailleurs, je le dis en passant et pour conclure, mais c'est important, Internet nous donne aujourd'hui un moyen phénoménal de convaincre de plus en plus de Français. Avec les réseaux sociaux, on peut court-circuiter les médias traditionnels, mais pour cela, il faut que chaque militant s'empare des réseaux sociaux pour convaincre. Je le vois tous les jours, vous tous, sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, vous faites vivre le débat. Vous êtes intelligents, vous êtes drôles, vous êtes convaincants. Vous ne correspondez pas à l'image que les médias veulent donner de vous. Pour 2017, j'espère que grâce à Internet, vous serez une redoutable force de frappe démocratique. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'avant de monter sur cette scène, il ne nous manquait que, je crois, 94 abonnés pour atteindre le 1 million de soutiens sur Facebook. Et ce sera vraiment un discours de la première moitié du XXIe siècle, ce discours de Marine Le Pen qui termine avec tant de ferveur sur le 1 million d'abonnés et de soutien sur Facebook. Alors en même temps, il faut quand même préciser parce que et Marine Le Pen et le parti en tant que tel n'ont pas forcément toujours eu cette appétence ou ce regard si bienveillant à l'égard des réseaux, même si les réseaux font circuler des idées qui d'une certaine manière leur sont favorables. Comment on pourrait décrire l'évolution du positionnement du parti, ou alors de Marine Le Pen, pour prendre cette personne en particulier, avec ce qui se trame globalement sur le web, sans prendre des exemples précis dans un premier temps? Pour le Front National, le web est une arme à double tranchant. C'est ça qui résume le mieux la situation, à mon avis. Ça doit être, selon eux, l'outil permettant de présenter aux gens le parti tel qu'il est. Et quand Marine Le Pen dit le parti tel qu'il est, c'est forcément parti inventif, dédiabolisé, démocratique, elle l'utilise, hein, ce mot-là. Voilà. Enfin bon, tout un tas de connotations positives qui doivent détourner les gens de l'image forcément négative que sont censés renvoyer les médias du parti. Et de fait, le FN s'efforce à ça, c'est-à-dire s'efforce que Internet renvoie de lui une image positive. Des opérations militantes sont lancées en permanence sur ces réseaux pour relayer les mots d'ordre de Marine Le Pen, son image, ses discours, son futur programme, pour faire de la publicité négative vis-à-vis de ses adversaires. Donc l'utilisation institutionnelle que fait le Front National d'Internet et des réseaux sociaux va vraiment dans ce sens-là. Et après, il y a autre chose. Quand Marine Le Pen dit il faut que Internet révèle le parti tel qu'il est, ça va parfois un peu au-delà de ses désirs, parce qu'effectivement, Internet a déjà révélé le parti tel qu'il est, et ça n'était pas toujours beau à voir. Lors de plusieurs campagnes électorales récentes, des candidats du Front National, nombreux, ont posté sur les réseaux sociaux toutes sortes de déclarations racistes, sexistes, homophobes, antisémites, complotistes, enfin des choses qui renvoyaient une image absolument déplorable du parti. Et dans ce cas-là, quelque chose lui échappe, mais c'est d'une certaine manière le trait propre du médium qui est par ailleurs vanté. C'est le trait propre du médium, et c'est là qu'est la contradiction, puisque effectivement, le FN aime Internet et s'en sert, mais dans l'exacte mesure où il peut contrôler ce qui en sort. Et donc des fois, cette liberté et ce contact direct avec les gens qu'il recherche par Internet lui échappe complètement et révèle un autre aspect du parti, tout aussi réel, et peut-être même, diront certains, un peu plus que l'image officielle, et évidemment très nuisible pour le Front National. C'est pour ça que, malgré tous les beaux discours sur la liberté, l'intelligence, la créativité des militants frontistes sur Internet, on a mis en place, au sein du Front National, un contrôle serré de ce que les militants frontistes disent et partagent sur les réseaux sociaux, et lorsque ça déborde la ligne, la sanction tombe et elle est parfois sévère. En témoigne un récent article que vous publiez justement dans Libération par rapport à cette surveillance très acérée de Twitter, mais dans votre livre, je ne sais pas si c'est dans le chapitre où il était question justement de cette dualité, lobby ou ennemi, il est question du contrôle en amont, même de la prise de pouvoir manifeste de Marine Le Pen dans le FN, que Marine Le Pen faisait au moment des
vidéos, sorte de journal fait par son père, où elle passait après et assez discrètement et dans le dos de Jean-Marie Le Pen, quel lapsus, coupait les passages qui ne lui semblaient pas être en faveur justement de la circulation entre guillemets des bonnes idées. Comment avez-vous appris ça et qu'est-ce que ça révèle ? On l'a appris en parlant aux uns aux autres, aux gens qui étaient impliqués à l'époque dans la préparation de ces vidéos. On est en quelle année à ce moment-là ? Jean-Marie Le Pen fait cet exercice depuis longtemps. Il commence déjà à le faire lorsqu'il est président du Front National et il continue à le faire après avoir cessé de l'être, parce que c'est pour lui un moyen de continuer à exister, de continuer à se faire entendre et puis de faire entendre son son de cloche hors des dispositifs d'expression du parti. Et donc dans ces vidéos, il a un ton assez libre, il se laisse aller à l'humour et aux plaisanteries qu'on lui connaît parfois. Et évidemment, ça dérange énormément Marine Le Pen, puisque étant à l'époque président d'honneur du Front National, il l'est toujours d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen engage, par ce qu'il dit, le parti. Et donc Marine Le Pen va contrôler très régulièrement ce que dit son père dans ses vidéos, et lorsque ce dit son père ne lui convient pas, elle va le faire sauter. Donc c'est arrivé, je ne sais pas à combien de reprises précisément, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Il est arrivé aussi qu'elle ne fasse pas sauter ce que disait son père, mais qu'elle s'en énerve très fortement. Et d'ailleurs, il faut constater que l'exclusion récente de Jean-Marie Le Pen, elle part précisément d'un propos tenu dans l'un de ces fameux journaux de bord sur Internet. C'est le fameux épisode de La Fournée qu'il évoque et qu'il promet à ses opposants. Donc là encore, un bel exemple d'un outil qui, par Jean-Marie Le Pen, est vu comme un moyen de s'adresser directement à son audience en contournant les journalistes forcément malveillants. Et alors là, avec une liberté de discours qui, selon lui, ne lui serait pas permis dans des médias traditionnels. Absolument. Et alors là, dans le rôle du journaliste très bienveillant, pour le coup, il y a une militante du Front National qui s'appelle Marie Derbé, qui l'interroge, qui lui pose toutes sortes de questions complaisantes. Donc, ça n'est pas un journaliste qui pousse Jean-Marie Le Pen à la faute, c'est lui qui suit sa propre pente. Et du coup, la fameuse liberté d'Internet, le fameux contact direct avec l'audience, voilà une autre occasion durant laquelle il se retourne contre le Front National. Alors justement, dans cet aspect de contrôle prôné par le FN, conscient du double tranchant des réseaux, est-ce qu'on est du côté de la politique idéologique ou est-ce qu'on est purement du côté de la politique de communication ? Je m'exprime autrement. Est-ce que d'une certaine manière, ce contrôle ne trahit pas nécessairement le fond idéologique du parti, mais simplement la volonté de pouvoir circuler le plus largement possible en arrondissant les bords, quelle que soit la réalité des convictions par ailleurs ? Le contrôle, non, il ne trahit pas, il trahit et ne trahit pas, je m'explique, il trahit en ce que Marine Le Pen, on l'a entendu, fait l'éloge sur Internet de la liberté, de la créativité, de l'humour, de l'intelligence, de la liberté pour le Front National, de pouvoir s'adresser à tout un chacun sans le filtre forcément malveillant des médias. Et en fait, ce que le FN met en place, c'est un système où n'est toléré, y compris sur Internet, que la parole officielle du parti, et tout ce qui s'écarte un peu de la ligne venant d'un militant du Front National est durement sanctionné. Mais pour quelle raison ? Parce que ça ne correspond pas à la ligne ? Parce que ça fait désordre ? Ou parce que ça passe pas bien dans les tuyaux ? Les deux. Tout ça d'ailleurs ne se distingue pas très bien au Front National, mais ça ne correspond pas à la ligne, ça nuit à l'image du Front National. C'est un paradoxe d'ailleurs, parce que le Front National tient aujourd'hui, comme toujours, un discours extrêmement dur vis-à-vis des journalistes et des médias, et jamais il ne m'a semblé autant soucieux de l'image qu'ils renvoient à l'extérieur, et y compris vis-à-vis des médias. Mais précisément peut-être parce qu'ils sont arrivés à une présence médiatique qui n'a jamais été telle. Peut-être aussi parce que ils se sentent plus près que jamais de l'emporter, et que à ce niveau-là, chaque détail compte, pour parler en termes un peu sportifs. Voilà. Et cela dit, il n'y a pas forcément contradiction dans la mesure où sur Internet, ou comme sur n'importe quel média, c'est la même ligne qui s'applique, à savoir le seul argumentaire autorisé est celui de Marine Le Pen. Donc qui s'exprime autrement, sur Internet ou ailleurs, doit en tirer les conséquences. Là où la liberté a perdu un peu de terrain, du coup. Là où la liberté a perdu un peu de terrain.
seriez triste que le quotidien Libération meure? Oui, parce que quand on a des ennemis comme ça, on n'a pas besoin d'amis. Vous êtes plutôt minutes ou valeurs actuelles côté hebdomadaire? Plutôt valeurs actuelles. Sur Internet, vous serez plutôt F de souche ou Salon Beige? Oui, je ne les regarde pas, mais je pense que ce serait plutôt F de souche que je connais, alors que je ne connais pas les organisateurs de Salon Beige. C'était quand votre dernier échange avec Alain Soral? Oh, il y a déjà au moins, 2 ans au moins. Et avec Dieudonné? Oh, il y a longtemps aussi. C'est une rencontre familiale que j'ai eue avec lui et pas du tout politique. Vous êtes le parrain de... Je suis le parrain de Plume, une de ses enfants, oui. France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux. Ici, un extrait d'une véritable interview avec un véritable journaliste. On est dans le laboratoire européen. En 2014, février 2014, Jean-Marie Le Pen est interviewé sur ses préférences médiatiques. Alors, on va pas faire beaucoup de cas de ce qu'il dit de Libération, c'est un autre sujet. En revanche, beaucoup de choses, beaucoup des noms qui sont ensuite égrenés ont à voir avec ce que vous nommez Dominique Albertini et David Doucet, tantôt la réinfosphère, quand on emprunte le terme utilisé par ceux qui y participent, ou la fachosphère, quand on emprunte plutôt ceux qui la regardent. Alain Soral, Dieudonné, F de Souche ou le Salon Beige. Alors F de Souche, puisque je citais les propos de son fondateur en introduction de cette émission, me paraît être un des exemples qui d'une part a le plus attiré votre attention et d'autre part peut-être est le plus, d'une certaine matière, novateur du point de vue de la circulation et de la forme de circulation des idées. Pourquoi ? Quand on parle de fachosphère, c'est tout de suite à F de Souche qu'on pense. C'est pour ça qu'on en fait, je crois, le premier chapitre du livre. C'est un site qui est déjà ancien, plus d'une dizaine d'années. C'est un site qui a une audience considérable. À l'époque où on a écrit sur lui, on était à 1 million de visites mensuelles. C'est un site qui est bien fait. Si vous allez dessus, il est bien fichu. Il est beau, il y a un logo, il y a un titre. Enfin, on pourrait se croire arriver sur un site d'information tout à fait contemporain. Voilà. Et il est connu. C'est sans doute le site le plus connu de tous, au point que on peut difficilement raconter l'histoire de l'extrême droite ces 10 dernières années sans passer par là, sans passer par là et sans essayer de comprendre voilà le rôle que ça a eu, la manière dont ça a fonctionné, les conséquences pour toute une génération de militants ou de sympathisants du Front National. Et il y a peu de sites internet, peu de personnalités dont on pourrait dire autant. Quand vous dites 1 million alors de visiteurs par mois, donc ce sont des chiffres qui datent du moment de votre enquête et de l'écriture du livre. Si on essaie des comparaisons avec des sites de journaux nationaux, par exemple, ou de sites d'information, est-ce qu'on a une idée ? On pourrait estimer que c'est l'audience d'un petit site d'information généraliste. Voilà. Les plus gros sites d'information généraliste sont au-dessus de ces chiffres, mais c'est tout à fait comparable. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on pourrait imaginer au site internet d'un petit magazine d'information. Quand vous dites qu'il est bien fait, il est surtout fait selon, on l'entendait dans les propos que je citais en introduction de Pierre Sautarel, il est fait par une compilation. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de contenu, sinon l'idée que l'on rapproche des contenus et oui. Que, alors là encore dans une rhétorique assez commune avec l'idée de la proximité au peuple, on laisserait faire oui. Celui qui lit. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne. Alors c'est le coup de génie de Pierre Sautarel. Il faut lui reconnaître ça, même sans être d'accord avec lui, qui est plutôt d'avoir que de faire un site extrêmement vindicatif où il s'exprimerait en personne pour prendre la parole en termes très agressifs vis-à-vis de l'islam ou des immigrés. Ce qu'il a fait à une autre époque. Est-ce que d'autres ont fait en investissant tous les forums, voilà. Les commentaires de journaux, d'articles et compagnie. Lui se dit, je vais aller sur les sites d'information généralistes. Libération, Le Monde, Le Figaro, tous les autres. Je vais sélectionner uniquement les articles qui renvoient à une image négative de l'islam ou de l'immigration. Voilà, soit parce qu'ils traitent de terrorisme, soit de délinquance, soit de mauvaise intégration. Voilà. Et je vais mettre tout ça sur mon site. Et moi, je ne dirai pas un mot.
Je vais juste renvoyer vers les articles en question et laisser les gens faire leur avis. Donc ça veut dire que d'une obsession entre guillemets personnelle, on passe à une forme de ligne éditoriale ? La ligne éditoriale est dessinée par la sélection des articles que fait Pierre Sautarel. Et en les empilant sur son site, qu'est-ce qu'il donne à voir ? Il donne à voir une succession de faits divers plus angoissants les uns que les autres, qui tous dessinent un portrait absolument cauchemardesque de la France d'aujourd'hui, cauchemardesque à cause de l'islam et de l'immigration principalement. Voilà. Et donc lui peut tout à fait s'abriter derrière l'origine de ces articles. Évidemment, il ne les a pas produits lui. Il n'a pas inventé non plus ce que décrivent ces articles, et il peut même au contraire se prévaloir de leur origine, à savoir les médias les plus autorisés. Et donc ça lui permet de dire, voilà, ce que je ne décris pas un fantasme sorti d'un cerveau d'extrême droite, je décris la réalité telle que la rapportent même les médias auxquels vous croyez. Et que par ailleurs, on conspue. C'est-à-dire que c'est là aussi un endroit assez intéressant de la contradiction. C'est-à-dire que c'est toute une critique absolument organisée, très vindicative et parfois absolument salutaire, des médias entre guillemets classiques sur les modes de financement, sur une élite qui ne parle que d'elle. La contradiction, c'est que si les médias étaient aussi orientés que le prétend F de Souche, son site ne pourrait pas exister. Donc effectivement, là, c'est une contradiction, mais bon... Non. Mais face à laquelle il dit quoi, ou les internautes qui le consultent disent quoi ? Je suis pas sûr qu'il dise grand-chose. Je pense en tout cas qu'il estime que les médias dont il tire ces informations ne leur donnent pas la place qu'elles méritent, n'en font pas assez suffisamment, et qu'il est vraiment important que lui fasse ce travail de compilation pour redonner une hiérarchie à l'information. Je crois qu'il y réfléchit beaucoup en termes de hiérarchie, donc il estime que ces informations que lui met en valeur ne le sont pas du tout, ou pas assez là où il va les prendre. Voilà. Tant par ailleurs, puisqu'on parle de forme, en aplatissant justement cette hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui, sans considérer leur importance, éventuellement la grandeur des faits relatés, sont mises à niveau pour produire d'autres informations. Pas ou très peu de regards contradictoires, c'est-à-dire que tout ce qui est publié dessus va dans ce sens-là. Il y a peut-être des informations, il y a sûrement des informations qui diraient l'inverse, mais celles-là, vous ne les lirez pas sur F de Souche. Voilà. Cela dit, ça reste quelque chose de redoutablement efficace, animé, il faut le préciser, par une équipe aux dernières nouvelles bénévole et relativement restreinte par rapport à l'audience du site. Il invente rien ou il invente un modèle de compilation ? Il invente rien dans le système qu'il a mis en place ? Non, le journalisme de lien, c'est quelque chose qui existait, je crois, avant lui, que d'autres ont. Le Salon Beige, dont il était question dans le son tout à l'heure, qui est un agglomérateur d'informations lui aussi, mais plus tourné vers les catholiques, fonctionne aussi, et sur ce principe a été créé à la même époque à peu près. Donc il n'invente pas, mais il le fait à une échelle, avec une longévité et avec une efficacité qui n'a pas encore trouvé d'équivalent dans la fachosphère. Est-ce qu'on peut considérer que, empilant son pas, ou en tout cas remarquant le succès ou l'efficacité de ce genre de pratique, des médias qui n'ont rien à voir avec la fachosphère pratiquent aussi cette compilation d'informations sur le même principe ? Oui, le fait de faire ce qu'on appelait à une époque du journalisme de lien, c'est-à-dire de regrouper des informations piochées à différentes sources à un même endroit pour les mettre plus facilement à la disposition du lecteur, ça c'est quelque chose qui existait, je le disais, sans doute avant F de Souche. Il y a un exemple assez célèbre aux États-Unis qui s'appelle le Drudge Report, qui est un fameux site d'information qui va chercher les infos les plus pertinentes et les regroupe à un même endroit. Voilà. Et ce qui est efficace, c'est quoi ? C'est le regroupement thématique ? Ce qui est efficace, c'est la chambre d'écho que forme le site, puisque des informations éparses, éparpillées entre différents sites, peut-être pas toutes mises en valeur, n'ont pas forcément le même impact sur le lecteur que leur rassemblement. Voilà, il y a un effet de concentration qui joue à plein. Chaque article répond à l'autre. Les angoisses se font écho entre elles. Donc c'est ça qui est fort. C'est l'effet de masse qui joue et qui frappe les esprits quand on arrive sur F de Souche. Ça dessine un tableau, je le disais, absolument cauchemardesque de la situation, là où l'une de ces informations prises isolément et discutée, mise dans son contexte, entourée d'autres informations parfois contradictoires, n'aurait pas forcément le même effet.
fait. C'est un principe qui est connu et discuté dans les sciences cognitives, que on est d'autant plus sensible à une idée qu'elle nous semble largement répandue et largement partagée, et qu'elle semble avoir l'approbation des gens autour de nous. Si je vous énonce un principe et que vous êtes entouré de 15 personnes qui hochent la tête en disant oui, vous serez plus facilement convaincu que si les mêmes personnes vous pointent aussitôt du doigt. Et qu'est-ce qui se passe sur F de souche ? Vous n'avez que des informations qui vont dans le même sens, et vous avez en commentaire uniquement des gens qui non seulement les approuvent, mais renchérissent. Et lorsque vous venez exprimer une opinion qui va dans ce sens-là, qui la salue et qui vous encourage à poursuivre dans ce sens-là. Donc évidemment que cette configuration, ce système, est bien plus efficace que les mêmes informations disséminées un peu partout, discutées par des lecteurs critiques dans les commentaires. Voilà, on a là donc une chambre d'écho. Le terme me paraît amusant et juste pour ce genre de discours. Et plus efficace qu'une incarnation plus personnelle, par exemple, en la figure des youtubeurs de l'extrême que vous décrivez plutôt à la fin de votre ouvrage. C'est-à-dire là, ça passe par une seule personne qui se filme sur le modèle de tout un tas de youtubeurs qu'on peut trouver en ligne. Alors youtubeur, effectivement, le principe est le même, s'adresser directement aux gens en contournant tous les intermédiaires. Les youtubeurs dont on parle, il en existe de toutes sortes, hein. Même Florian Philippot s'y est mis récemment. Nous, on parle de gens qui sont extrêmement radicaux, hein, puisque parmi les exemples qu'on cite, il y en a un qui se déclare lui-même néo-nazi, il y a un négationniste notoire, Vincent Renoir. Et ce sont des gens dont l'audience serait peut-être restée confidentielle sans YouTube. Hein. Ce sont typiquement des gens qui, il y a quelques années, faisaient tourner leur thèse via des envois sous blister. Vincent Renoir, ses premières thèses négationnistes, ce sont effectivement des envois par courrier, des petites cassettes qu'on fait tourner sous le manteau ou qu'on se fait livrer par la poste. Aujourd'hui, c'est sur YouTube plusieurs dizaines de milliers et peut-être plus de visionnages, de gens qui vont l'écouter expliquer que il n'y avait pas de chambre à gaz à Auschwitz. Voilà. Et en cela, est-ce qu'ils sont, puisque Jean-Marie Le Pen, dans cette interview à Europe 1, on lui parle aussi d'Alain Soral et on parle aussi de Dieudonné, est-ce que ce sont des figures qui sont un peu précurseurs sur le fait de prendre la parole face caméra, poster directement sur YouTube et finalement augmenter une audience qui était déjà importante, mais qui se trouve plus largement diffusée? Ce qui est certain, c'est qu'Alain Soral a vraiment inventé quelque chose. Enfin, est-ce qu'il l'a inventé ? Je ne sais pas. Hein. Peut-être que des gens l'ont fait avant lui sur YouTube. Mais disons que le format du personnage assis sur son canapé, ou en tout cas dans un environnement familier, face à la caméra, qui parle en toute liberté de tout ce qui lui passe par la tête pendant 1 heure, ça, c'est vraiment un style qu'on ne peut que rattacher à Alain Soral, et qui a fait école. Hein. Dieudonné en fait autant. Et puis en fait, ils sont aujourd'hui extrêmement nombreux à en faire autant. Et pour tenir d'ailleurs toutes sortes de discours, hein, celui d'Alain Soral, comme d'autres plus ou moins radicaux. Quand on voit justement, par exemple, hein, parce que évidemment, on a regardé plusieurs vidéos, on s'est rendu sur plusieurs sites pour préparer l'émission. Par exemple, une vidéo d'Alain Soral qui est un peu plus ancienne. Vous parliez tout à l'heure d'une forme de unicité du sens, c'est-à-dire finalement cette chambre d'écho-là, on ne réunit que des articles qui ne vont que dans un seul sens. On a aussi l'impression, avec les discours très longs d'Alain Soral, de quelque chose qui en fait est imparable, duquel on ne peut pas sortir. Comme s'il y avait, pour revenir aux propos de Marine Le Pen qui vantait intelligence, humour, liberté, en fait l'inverse. Alain Soral, c'est vraiment particulier parce que si vous regardez ça un peu légèrement, ça n'a rien qui puisse passionner les foules. C'est quelqu'un qui parle sur son canapé pendant très longtemps, pendant 1 heure, parfois plus. Un oncle en fin de repas, dans un moment un peu embarrassant. Voilà, on est vraiment très loin du format de la petite vidéo courte et efficace, extrêmement rythmée. Voilà, vraiment quelqu'un qui déblatère pendant 1 heure de tout ce qui lui passe par la tête. Et pourtant, ça marche. Quelqu'un dans le livre nous compare ça à une espèce de mélopée par laquelle vous vous laissez entraîner, qui vous enveloppe et vous berce. Ce qu'on appelle la petite musique, par ailleurs. La petite musique. Et c'est vrai qu'Alain Soral, il faut reconnaître que il a un
style qui peut facilement vous emporter, quoi. Il est extrêmement, il a une manière extrêmement affirmative de poser tout ce qu'il dit. Sa pensée fait système, ou en tout cas il aimerait bien, c'est-à-dire que elle est censée représenter un ensemble cohérent où chaque élément répond à un autre. Effectivement, c'est quelqu'un qui est très fort pour se sortir de toutes les contradictions, soit en les ignorant, soit en leur trouvant des échappatoires, mais sans jamais laisser le temps vraiment à son audience de les explorer et de les pousser jusqu'au bout. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui n'est pas vraiment au départ dans les canons du web tels que certains pourraient les présenter, mais qui est pourtant redoutablement efficace. Et on l'entendait, alors par exemple dans cette vidéo, tirée sur F de Souche, mais en même temps on peut aussi trouver des archives de Marine Le Pen qui critiquent F de Souche, quand par ailleurs F de Souche peut aussi critiquer l'appareil du FN qui va lui-même critiquer le Salon Beige, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus d'hétérogénéité qu'on ne voudrait le penser en prononçant le mot fachosphère ou c'est l'occasion de revenir sur ce qu'on met derrière le mot fachosphère. Qui nous a été reproché parce que il serait stigmatisant. Il faut bien reconnaître que le terme facho est rarement utilisé dans un sens valorisant. La fachosphère, c'est l'extrême droite sur Internet. Voilà. Donc la diversité de la fachosphère, c'est tout simplement celle de cette grande famille politique qu'on appelle l'extrême droite et qui contient énormément de chapelles différentes. Pourquoi est-ce qu'on retient le terme fachosphère ? Parce que c'est un terme que l'usage a imposé pour désigner l'extrême droite lorsqu'elle agit sur Internet. C'est pas nous qui l'avons inventé. Daniel Schneiderman du site Arrêt sur Image en revendique la paternité. C'est un terme qui n'est pas scientifique, qui est journalistique et sans doute un peu polémique. Qu'on retient parce que voilà, aujourd'hui on peut pas parler de ce phénomène sans utiliser ce mot que l'usage a imposé. Mais la fachosphère, ça n'est pas autre chose que l'extrême droite sur Internet. Et l'extrême droite, c'est quelque chose de divers, de mouvant, parfois d'un peu confus. C'est surtout rempli de gens qui parfois ne s'en réclament pas du tout. Qui refusent le terme. D'ailleurs, ça c'est un point commun. Je connais peu de gens qui revendiquent l'étiquette. Ce qui ne doit pas empêcher de l'utiliser, parce qu'on n'a pas à demander l'avis des gens pour déterminer telle ou telle classification politique. Mais c'est très divers et c'est rempli de gens qui ne pourraient jamais travailler ensemble parce qu'ils ne s'aiment pas, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons idéologiques. Par exemple, avec F de Souche, on a affaire à la famille des identitaires, qui sont des gens qui vont être dans la survalorisation des identités ethniques et culturelles et qui vont vouloir refonder l'ordre social sur ces bases-là. Avec Alain Soral, on est dans quelque chose d'assez différent, d'assez confus d'ailleurs, assez compliqué à qualifier. D'assez clairement antisémite. D'assez clairement antisémite, ça, ce point-là est clair. Et un autre point qui est clair, c'est les appels fréquents d'Alain Soral à faire communier dans le patriotisme et les Français dits de souche et les Français d'origine immigrée. Voilà, c'est quelque chose qu'il a essayé de mettre en place au Front National lors de son bref passage en 2007-2009, et c'est quelque chose qui continue à développer depuis et qui évidemment l'oppose à F de Souche, pour qui un Suisse ou un Québécois francophone seront toujours plus français que ne le sera un Français d'origine sénégalaise. Voilà. Donc un exemple, mais parmi bien d'autres, des incompatibilités idéologiques entre chapelles de l'extrême droite, même si elles ont suffisamment en commun pour qu'on puisse continuer à les ranger dans la même famille. C'est pour ça également que entre F de Souche et le Front National, l'accord n'est pas si évident. Alors il l'est parce que fondamentalement il y a un accord sur la question de l'immigration à limiter fortement, voire même à ramener à zéro, et sur l'islam qui est vu au mieux d'un œil extrêmement critique. Mais il y a un désaccord entre ce que dit F de Souche et le discours officiel de Marine Le Pen qui officiellement est républicain et assimilationniste. Donc ce que disait à l'instant F de Souche sur les Suisses plus français que les Sénégalais français, Marine Le Pen non seulement ne le dit pas, mais officiellement elle le condamne. Voilà. Reste que la base du Front National, pour l'expérience que j'en ai et pour ce que nous font remonter les enquêtes d'opinion, va être beaucoup plus proche de la ligne identitaire de F de Souche que du discours officiel de Marine Le Pen. Internet is really, really great. For porn. I got a fast connection so I don't have to wait. For porn. There's always some new site. For porn. I browse all day and night.
For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Turkey. The internet is for porn. Turkey. The internet is for porn. What are you doing? Why you think the net was born? Porn, porn, porn. Skip up a doo bop, skip up Turkey. bop. Wah, wah. Get down here. Oh, yeah. That's gross. You're a pervert. Sticks and stones, Kate Monster. No, really, you're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet. What? You have no idea. Ready, normal people? Ready. Ready? Ready! Let me hear it. The internet is for porn. Sorry, Kate. The internet is for porn. I masturbate. All these guys unzip their flies for porn, porn, porn. The internet is not for porn. Porn, Hold porn. on a second! La petite version musical d'une petite musique, on en parlait justement, Dominique Albertini, de toutes ces petites musiques qui sont si efficaces qu'elles restent. Internet is for porn, pour introduire un chapitre assez étonnant aussi de votre livre qui le conclut, mais qui nous a semblé extrêmement intéressant justement sur la création de formes et sur les nouvelles circulations, à savoir des plateformes, ou en tout cas une plateforme, Pornoquenelle, qui met en ligne des séquences pornographiques qui rejouent dans des scénarios plutôt faible, je dirais, et extrêmement raciste, des idées liées aux idées de l'extrême droite. Comment est-ce que vous êtes arrivé à penser que c'était significatif? C'est l'audience de ces sites-là, ou c'est parce que ça dit quelque chose, peut-être de la volonté d'efficacité? Bon, quand on entend parler de ça, il y a d'abord le sourire. Après, effectivement, est-ce que ça a du sens ou pas? En termes d'audience, de notoriété, non, sans doute pas. Par contre, en termes de stratégie, oui, ça nous apprend quelque chose, au-delà du sourire. C'est l'extraordinaire plasticité de cette famille politique lorsqu'il s'agit de trouver un moyen de faire parvenir ses idées au public. Celui qui lance Pornoquenelle, comme l'actrice porno nationaliste Electre, dont nous parlons également, nous disent tous les deux la même chose. On a des convictions politiques. On voudrait convaincre les gens d'avoir les mêmes que nous. On trouve que les formes traditionnelles de transmission du discours sont pas forcément très efficaces. Que font les gens sur Internet? Ils regardent du porno, nous disait la chanson. On va aller là. Donc on va faire ça, on va faire du porno et de la politique. Et les gens regarderont un film porno et en même temps ils écouteront un discours politique. Et donc ça donne les petits scénarios dont vous parlez. On va faire grâce à ceux qui nous écoutent de rentrer dans le détail. Mais c'est-à-dire qu'en fait on a hésité, pour tout vous dire, Ouais. on avait sélectionné un tout début d'une séquence pornographique publiée sur Pornoquenelle et qui met en scène deux hommes qui échangent des propos extrêmement racistes à propos de jeunes femmes roms. Ouais. On a hésité parce que d'une part nous nous étions dit toute cette semaine qu'on travaillait davantage les formes et les processus de circulation et pas tant les idées en elles-mêmes. Donc bon, là ça nous obligeait à aller peut-être un peu plus profondément dans les idées. En même temps, c'est difficile d'avoir conscience de la violence de ce qui s'y dit et des termes utilisés sans tellement les entendre. Alors, c'est vrai que votre livre ne rentre pas dans le détail. Pour autant, on peut dire que ce sont vraiment des scénettes qui sont extrêmement violentes et qui tomberaient... D'ailleurs, on s'est demandé, est-ce que ça tomberait pas sous le coup de la loi? Certainement, on peut dire qu'il est question de Leonarda, de Manuel Valls, d'un chalet et de choses tout à fait désagréables qui arrivent aux uns et aux autres. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, cette expérience, elle est terminée aujourd'hui. C'est un autre exemple de ces voies sans issue dont on parlait tout à l'heure, toujours le tâtonnement, les expériences qui marchent et qui se prolongent, et puis celles qu'on expérimente et qui sont rapidement abandonnées. Mais voilà, nous ça nous paraissait intéressant parce que ça montre vraiment que tous les formats, toutes les possibilités sont explorées pour rendre ce message radical accessible et digeste au plus grand nombre. Mais là, on est du côté, entre guillemets, de ce que le parti appellerait la base, quand on est de ce côté-là de l'inventivité. Et comment est-ce que le parti, ou des cellules de communication dont on imagine qu'elles sont très largement dotées, regardent ces expérimentations-là? Alors, celle-là en particulier, je pense que... Vous n'êtes pas entretenu à Non. Puis, très honnêtement, ça, c'est vraiment le genre de choses avec quoi le FN ne veut rien avoir à faire du tout. Toujours le souci d'image dont on parlait tout à l'heure. Mais justement, jusqu'à quel point ils peuvent ne rien avoir à voir avec? C'est intéressant. Officiellement, ils n'ont rien à voir avec ça. Et même si vous parlez aux uns et aux autres, ils vous diront que ça va beaucoup trop loin, que c'est n'importe quoi, que ça n'est pas eux. Voilà.
La vérité est que tous les sites dont on parlait, F de Souche, Alain Soral dans une certaine mesure, et puis surtout la multitude anonyme, parce que là on parle beaucoup des sites institutionnels entre guillemets, les gros vaisseaux, mais la vérité c'est qu'il y a aussi une myriade de petits agents individuels, anonymes, militants ou pas du FN, sympathisants ou même très vaguement, qui font aussi le travail au quotidien sur les réseaux, en relayant les messages du parti ou en faisant les leurs propres, mais qui vont dans le même sens. Voilà. Et tout ça, c'est un univers avec lequel officiellement le FN n'a rien à voir. Lui se concentre sur sa communication institutionnelle, avec ses outils, son personnel, sa cellule, mais en réalité le FN sous-traite officieusement une partie du travail. Et rien à voir, mais tout à y gagner. Rien à voir, mais tout à y gagner. Les avantages sont les inconvénients. Quand, par exemple, la fachosphère se mobilise tout entière contre le concert du rappeur Black M à Verdun au printemps dernier, elle le fait parfois avec des termes extrêmement virulents contre ce rappeur, ses origines, etc. Le FN, évidemment, derrière, reprend le sujet. Donc déjà, d'une part, le sujet lui arrive parce que c'est la fachosphère qui contribue à le faire émerger. Il le reprend en termes, lui, politiques, en termes, le plus possible responsables. Mais en même temps, tous les gens qui, sur les réseaux, vont aborder la question en termes beaucoup plus radicaux, sont des gens qui font d'une certaine manière le travail pour le Front National, qui tirent dans le même sens que lui. Est-ce qu'on pourrait dire le sale travail d'une certaine manière? C'est-à-dire que tout à l'heure, on entendait Marine Le Pen et vous décriviez combien est-ce qu'il y avait eu une politique sur la forme de la circulation des idées qui avait été centrée sur le propos le plus républicain possible, le plus démocratique et le plus, entre guillemets, sage, pour rentrer dans le plus de tuyaux possible. Quand elle dit dans ce discours récent, allez-y, allez sur les réseaux, on pourrait avoir en sous-texte, faites le sale boulot que nous ne pouvons plus faire. C'est une manière d'externaliser le travail, ou en tout cas de le répartir entre une communication institutionnelle, officielle, celle du Front National, qui est forcément contenue dans certaines limites, celle que permet le débat politique aujourd'hui, et une communication officieuse, qui est assurée par des gens qu'officiellement rien ne rattache au Front National, qui peuvent tout se permettre, ou presque, en termes de communication, sans que jamais les conséquences négatives ne retombent sur le Front National. Donc il y a vraiment une complémentarité, il y a vraiment une forme de répartition des tâches à cet égard. Et là-dessus, c'est pas du tout possible d'avoir ce genre de discussion avec le Front National officiellement sur la manière dont, parce que nous posions la question aux personnes avec qui nous réfléchissions des dispositifs de Nuit debout lundi, et la manière dont oui ou non les idées qui avaient émergé dans les formes proposées par Nuit debout avaient ou pas irrigué le débat politique, par exemple à l'horizon 2017. Idem pour hier. On pourrait se dire, d'une certaine manière, grâce à toute cette galaxie-là qu'on appelle réinfosphère ou fachosphère, une grande partie des idées portées dans cette galaxie plurielle et aussi par le FN a plutôt bien migré à une échelle un peu plus officielle, médiatiquement parlant, Dominique Albertini. Oui, absolument. Le grand objectif dans la vie de F de Souche, c'est de représenter une sorte de lobby. Le lobby des Français de souche, le lobby des petits blancs, voilà. Et donc cette fonction de lobby, il l'exerce à l'égard du Front National d'ailleurs, lorsqu'il trouve que le discours du FN ne va pas assez loin, et il l'exerce également vis-à-vis des médias. Il est très fréquent de le voir sur Twitter, par exemple, pointer tel ou tel sujet et dire à ceux qui le suivent, faites-le monter, il faut forcer les médias à en parler, voilà. Et donc, à ce moment-là, tout le monde se met à relayer ce message jusqu'à ce qu'il atteigne, l'affaire en question atteigne une telle visibilité que, effectivement, l'un ou l'autre média le voit passer, juge qu'il a atteint une importance suffisante et s'en saisisse. Ça marche. Et on a plusieurs exemples récents de ça. Donc, l'idée, effectivement, c'est bien de faire pression sur les médias et sur les partis politiques. Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.